En France, il y a toujours un problème lorsqu'on parle de la recherche en sciences sociales, c'est que nous avons deux corps institutionnels, l'université et les institutions de recherche ou grands établissements. Et donc, la coupure entre une partie des chercheurs qui sont fondamentalistes et puis les universitaires qui tentent de préserver leur quant à soi de chercheurs fait que cette situation a des effets sur l'évolution des disciplines, et notamment dans celles où, malgré un certain formalisme de la formation, on n'a pas de laboratoire, on n'a pas d'obligations techniques très poussées, en dehors de faire des stages de terrain, mais qui se passent en dehors ou du terrain tout court, qui se passent en dehors des établissements physiquement. Donc cette distinction, cette division traverse l'activité professionnelle et même la vie intellectuelle, à mon avis, des chercheurs en anthropologie, en sociologie, en histoire, etc. Alors il y a des disciplines qui sont très institutionnalisées à l'université parce qu'elles sont très anciennes, comme l'histoire et la géographie, ou l'étude des lettres, ou la philosophie. Et puis il y en a qui sont plus récentes, même si elles ont 60 ans d'existence universitaire et plus d'un siècle d'existence en tant que discipline de recherche, mais où l'enseignement s'est construit petit à petit. Pour des non-français, parfois c'est assez curieux, même pour des Français, d'apprendre que la licence de sociologie, c'est-à-dire vraiment la première formation soi-disant complète dans la discipline, a été officialisée en 1957, et que l'ethnologie, c'est 10 ans plus tard. Alors je ne fais pas le portrait du monde anglo-saxon, où ça remonte parfois au 19e siècle. Et puis, deuxième élément qui tient à l'histoire intellectuelle et sociale de ces établissements et de ces milieux professionnels, il n'existe pas véritablement d'associations professionnelles corporatistes qui regroupent l'essentiel de la population de telle ou telle discipline, depuis les ancêtres jusqu'aux jeunes doctorants ou même étudiants de maîtrise. Et donc, la cohésion ou l'identité du groupe, elle est liée à des personnalités. Ça joue beaucoup plus, d'autant qu'en France, il y a cette idée du grand intellectuel qui irrigue les sciences sociales et la philosophie. Et donc la France, par le hasard des événements, si j'ose dire, s'est targué d'avoir le plus grand anthropologue du XXe siècle, ou du moins de la deuxième moitié du XXe siècle, à savoir Claude Lévi-Strauss. Donc tout ça, c'est en arrière-plan. On n'est pas obligé d'y penser tous les matins, mais lorsqu'on veut se faire recruter, lorsqu'on veut écrire dans une publication, lorsqu'on veut diffuser un certain type de thématique de recherche, on se trouve pris à ces pièges qui sont en fait comme des fils d'araignée et qui, comme Gulliver dans son histoire, vous empêchent de bouger. Alors j'ai une deuxième caractéristique que j'introduirais, c'est une espèce de sociologie rapide de la connaissance. Je considère que dans nos milieux, il y a les érudits et les généralistes. Donc les érudits, en gros, ils consacrent toute leur carrière professionnelle de 30, 40, 50 ans à, sinon un objet, du moins un domaine relativement circonscrit, une sous-discipline, une aire géographique limitée, etc. Et puis il y a les généralistes, qui ne sont pas forcément les universitaires, mais parfois, à cause des obligations de formation plus générales, le sont, qui traitent de plusieurs sujets, avec des niveaux de qualification variés. On est très compétent sur un terrain et puis beaucoup moins sur un autre. Et cela conduit à parfois diluer
l'identité de la discipline dans des généralités qui deviennent, excusez le pléonasme, mais très générales. Alors, comme en plus j'aime beaucoup enseigner, que ce soit en première année ou en séminaire doctoral, j'ai été conduit à écrire des manuels, à faire des textes qui ont une portée pédagogique ou d'introduction, d'initiation. Et c'est quelque chose qui est pas tellement partagé dans la profession. Il n'y a pas de quoi s'en vanter particulièrement, mais c'est penser que lorsqu'on pratique une discipline scientifique comme l'anthropologie ou la sociologie, il est bon de diffuser ses connaissances, bien sûr au niveau de son public étudiant ou des collègues qui ne sont pas compétents sur vos domaines, mais aussi au-delà, dans un grand public ou un public auprès duquel on pourrait vulgariser nos savoirs. Alors en France, par exemple, il existe des tas de revues de vulgarisation scientifique, d'astronautique, de physique, de chimie, et que sais-je. En sciences humaines, c'est beaucoup plus rare. Il y en a une, mais c'est vraiment un très grand public avec des choix et des découpages qui ne sont pas très scientifiques. Et donc, on est un peu dans cet entre-deux, d'autant que les productions, disons, généralistes sont pas très bien reconnues, sinon pas du tout, dans les obligations de carrière professionnelle. Écrire des pages dans une encyclopédie, faire des manuels, faire même la une d'un journal, ça rapporte moins que d'écrire dans une des revues dites de rang A ou être publié jadis dans la collection Histoire des idées chez Gallimard, c'est quand même mieux que chez Cartala dans Hommes et Société. Et tous ces clivages imperceptibles sont peut-être en train de disparaître parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs et beaucoup de gens publient des tas de livres dont on n'a pas forcément connaissance, car là, il y a une habitude, comme il y a peu de revues scientifiques académiques dans nos disciplines en France, les comptes rendus sont faits souvent tardivement. Moi-même, j'ai parfois été coupable de ça, et puis parfois complètement occultés. Donc il y a des ouvrages qui ne voient jamais le jour, si j'ose dire, dans l'opinion commune de la discipline, parce que personne n'en a parlé. Voilà. Alors ça, c'était un peu une espèce d'introduction. Alors moi, je me considère comme à la fois un peu érudit, parce que j'ai toujours travaillé sur la société du Sénégal, différentes catégories sociales, différents thèmes, mais en gros, je suis pas sorti du Sénégal. Et puis en même temps, je me sens généraliste parce qu'à la suite de différentes propositions, j'ai été conduit à visiter, universitairement parlant, hein, j'entends, d'autres pays africains. En gros, j'ai visité une quinzaine de pays africains. Et puis à m'orienter vers l'Afrique non francophone, puisque une bonne partie quand même de la recherche française africaniste est francophone, et sur les pays francophones. Donc j'ai passé 4 ans à Nairobi, où j'ai suivi un peu ce qui se faisait en Afrique orientale et australe. Et puis pour des raisons plus militantes, puisque ça fait aussi partie de mon expérience professionnelle, j'ai suivi l'Afrique australe, les anciennes colonies portugaises, l'Afrique du Sud, la lutte contre l'apartheid, etc. Donc je me considère comme un généraliste qui peut se dire africaniste. Je suis peut-être un peu présomptueux là, mais à juste titre, parce que j'ai quelques lumières sur les travaux portant sur d'autres régions, d'autres traditions scientifiques que celles de l'Afrique occidentale française. Ou francophone, on dirait aujourd'hui. Voilà. Et puis le dernier point, donc j'ai parlé d'engagement idéologique et militant. J'en parlerai peut-être un peu plus ultérieurement, mais j'ai été conduit à écrire une part non négligeable, enfin ça ne ferait que quelques centaines de pages, je pense, d'un ouvrage, mais des articles dans des journaux militants, trotskistes, tiers-mondistes, etc., le monde diplomatique, qui m'ont conduit à toucher un plus large public et à être confronté à des demandes de compréhension de ce que c'était que l'ethnologie ou l'étude des sociétés africaines contemporaines,
avec tous les aléas de l'incompréhension qui peuvent s'en suivre. Et donc, cet engagement-là, je dirais de vulgarisation, c'est quand même largement occupé de la discipline elle-même, puisque à partir de la fin des années, enfin lorsque je suis revenu de mon terrain du Sénégal, mon premier terrain doctoral, j'ai découvert, si j'ose dire, le fameux débat anthropologie et impérialisme dans les revues américaines. Et donc là, j'ai fait des publications, des séminaires, il y a eu de l'agitation, j'emploie le mot parce que c'était un peu ça, dans les milieux anthropologiques ou africanistes en général. Mes réactions personnelles qui parfois ont été considérées avec suspicion, voire avec un esprit de répression de la part de mes maîtres et de mes employeurs. Alors, une fois qu'on a raconté ça, dessiné un peu ce tableau, il y a un dernier point pour l'érudition, c'est que je me suis intéressé à l'histoire de l'anthropologie et que ça m'a conduit à, avec Jean Jamin, à publier des textes de ce qui s'appelait la Société des observateurs de l'homme, à cheval sur la fin du XVIIIe et le début du XIXe, qui était organiquement lié au mouvement dit des idéologues, et aussi alors à travailler sur l'histoire et, j'allais dire, la sociologie de la connaissance des études africaines, françaises, francophones, donc sur l'école de Ballandier, de Mercier. Et puis, dernier point, m'intéresser à l'examen des sciences sociales sénégalaises qui sont particulièrement conséquentes en quantité et en qualité depuis plus de 50 ans, et à penser à faire l'hypothèse en tout cas, que c'est créer une espèce de tradition nationale proprement sénégalaise avec certaines particularités qui distingueraient cette tradition de celle d'autres pays africains francophones. Donc, l'air de rien, mon érudition, c'est à la fois une érudition textuelle, puisque je réédite des textes, puis là je continue, je préciserai plus tard, et puis je fais de la sociologie de la connaissance. C'est une discipline pas très développée en France, où on y met un peu ce qu'on veut. Enfin, disons, l'examen des conditions d'exercice pratique, intellectuel, disciplinaire, institutionnel, qui contribuent ou non au développement de tel ou tel thème ou de tel ou tel concept ou théorie. Et je me suis trouvé souvent à essayer d'expliquer à des publics français d'abord, mais aussi étrangers, au Québec, dans des pays africains, pourquoi le structuralisme ou pourquoi le marxisme dans l'anthropologie française dans les années 50-80, pourquoi le poids des études africaines alors qu'on avait des colonies plus érudites, liées à la culture arabe en Afrique du Nord ou la culture lettrée vietnamienne en Indochine. Donc, de comprendre où on se situe dans sa pratique professionnelle et dans les habitudes, disons, d'exemples, d'idées, de thèmes que l'on est conduit à manifester. Alors, par exemple, je pense que je me suis toujours intéressé au monde du travail et des travailleurs, et beaucoup moins à des thèmes plus classiquement ethnologiques. Mais en même temps, j'ai travaillé sur une confrérie musulmane du Sénégal, la confrérie mouride, sans jamais devenir un érudit ni orientaliste ni islamisant. Je ne connais pas l'arabe et je ne suis pas capable de travailler de manière très approfondie sur la pensée religieuse de cette confrérie. Et en même temps, je suis considéré, ou j'ai été considéré comme l'un des spécialistes de cette confrérie, au point que le livre que j'ai tiré de ma thèse s'appelle « Les marabouts de l'Arachide », avec une couverture d'une image d'un moment symbolique très fort de la vie du fondateur de cette confrérie, Cheikh Amadou Bamba, m'a valu une certaine réputation. J'ai réédité mon livre une deuxième fois,
et que même encore très récemment au Sénégal, un collègue me présentant sur le campus de Ziguinchor à un autre de ses collègues, disant voici ces gens que pensent, et la réaction de l'autre immédiatement c'est ah, les marabouts de l'arachide. Voilà, alors je suis fier de cette petite, de ce petit succès, mais ça ne reste que dans le milieu des Sénégalais et des spécialistes de l'islam sénégalais. Ailleurs, dans l'anthropologie, on n'a pas grand-chose à faire, effectivement, de cet islam particulier. Si on veut rentrer plus dans le détail, ce que je vais essayer de faire, je pourrais préciser deux choses. La première, c'est que j'ai beaucoup voyagé, enfin un petit peu voyagé. J'ai beaucoup déménagé, y compris en France, pour des raisons familiales et professionnelles. J'ai habité un certain nombre d'années au Sénégal, un certain nombre d'années au Kenya. Et en même temps, j'ai fait peu de terrain. C'est-à-dire qu'au Kenya, j'ai passé 4 ans à faire de l'administration de la recherche, dont je suis très fier, c'est-à-dire à faire venir des Français dans cette partie de l'Afrique et à envoyer des Africains anglophones du Kenya ou du Zimbabwe faire leurs études supérieures en France. Mais enfin, même mon terrain sénégalais, si on faisait le total, j'arriverais peut-être à 2 ans de terrain en tout terrain confondu, puisque j'ai étudié aussi bien des paysans qu'ultérieurement des ouvriers d'usine, mais d'usines d'huilerie, c'est-à-dire c'est toujours de l'arachide, et puis enfin des entrepreneurs nationaux. Mais bon, on ne peut pas dire que je sois un homme de terrain. Mais en même temps, j'y ai consacré beaucoup d'énergie, et même mon premier texte que j'ai écrit, ou le second, dans L'Homme, un commentaire d'ouvrage anglo-saxon, porte sur l'explicitation du terrain. Hein, un ouvrage qui remonte à 67 et qui disait si on expliquait le terrain, on comprendrait un peu mieux ce que c'est que l'anthropologie. Hein, je résume une des idées de cet ouvrage dirigé par Gutkin et Youngmans. Et en France, il faut dire que l'anthropologie et l'ethnologie sont enseignées depuis la nuit des temps comme des disciplines littéraires. Georges Ballandier ou Lévi-Strauss ne faisaient pas de cours de méthode de terrain. Et Marc Auger, qui était un de mes grands frères, puisqu'on a fait une partie de notre carrière ensemble, il est d'une demi-génération plus ancienne que la mienne, l'idée c'était qu'on apprend à faire du terrain en faisant du terrain. Bon, alors c'est exact, tout le monde vous dira la même chose à travers le monde, mais en même temps, des cours plus systématiques de formation. Et donc, je suis très content d'avoir écrit un petit manuel qui s'appelle l'enquête ethnologique de terrain. Le problème de ce manuel, c'est que je l'ai publié en 1998, alors que dès 1971, Ballandier m'avait demandé un projet que j'avais déposé auprès des PUF, et que ce projet, je n'y ai jamais vraiment donné suite. Mais donc je consacre beaucoup de temps à écrire et à penser et à enseigner, je dirais, la conscience de soi du terrain. Et en même temps, moi-même, je ne sais pas si j'ai fait du bon terrain, ça c'est encore, ce sont mes collègues qui pourraient apprécier cela, mais je n'y ai pas consacré autant d'énergie que certains collègues qui rituellement, tous les 2 ans, vont passer 3-4 mois sur leur terrain. Je n'ai pas procédé ainsi. Alors là, on peut dire, si un anthropologue ne fait pas de terrain, qu'est-ce qu'il fait ? Il enseigne, et puis il écrit. Et donc, j'ai beaucoup écrit. Des articles, édité des livres collectifs, écrit des livres personnels, des articles d'encyclopédie, des commentaires de compte-rendu. Je passe mon temps à écrire. C'est vraiment la chose que... Alors, il me semble que c'est nécessaire, pour tout le monde évidemment, mais que l'anthropologie française, en français, est si réduite aujourd'hui à l'échelle internationale par rapport au monde anglo-saxon. Alors le monde anglo-saxon, ça va pour moi depuis le Canada jusqu'à la Nouvelle-Zélande, en passant par l'Afrique du Sud, et probablement la Chine ou le Japon, puisque une partie de des travaux de ces pays doivent s'écrire dans cette langue-là. Donc l'écriture me paraît quand même nécessaire, quitte à transformer l'écriture en une affirmation polémique,
J'ai eu plusieurs polémiques. Alors, soit je les ai déclenchées, soit elles ont été déclenchées contre moi. Et il faut rappeler, ce qui est assez connu, que l'ethnologie française des années 50, 80, 85, enfin on pourrait, a été une période extrêmement agitée pour aller vite. Ballandier inventant la sociologie de l'Afrique actuelle contre l'ethnologie quand même néo-traditionnelle ou traditionnelle de Marcel Griaule. Lévi-Strauss inventant un modèle d'intelligibilité qui réduit toutes les autres orientations à l'état de confetti. Et puis ensuite, sur ce, le développement du marxisme, alors qui se comprend par l'importance du communisme et du marxisme dans la France de l'après-guerre. Il faut rappeler que le Parti communiste français, en 1946, c'était le premier parti aux élections avec plus de 26 ou 28% des voix. On oublie ça aujourd'hui parce qu'il ne représente plus rien. Mais donc le communisme, le marxisme, avec beaucoup de revues et de centres de recherche, a fini par évidemment toucher un certain nombre de chercheurs, notamment d'abord en histoire, mais alors ensuite en anthropologie, qui se sont lancés dans une anthropologie marxiste, ou plutôt dans un marxisme anthropologisé, en essayant de démontrer qu'on pouvait appliquer les concepts marxistes de mode de production, de classe sociale, d'idéologie, aux sociétés dites primitives ou traditionnelles, ou enfin bref, qui relevaient de l'ethnologie. Alors moi, j'étais très actif dans ce domaine, mais en même temps actif de façon critique et distanciée, ce qui posait problème parce qu'en fait, il suffisait qu'on vous dise marxiste pour que vous soyez bien vu dans certains milieux et très mal vu dans d'autres. D'autant que ce marxisme anthropologique, comme je me suis amusé à le dire une fois, il était animé par 4 mousquetaires, Meillassoux, Godelier, Terray et Pierre-Philippe Ray, et puis quelques autres. Donc c'était un marxisme absolument pas homogène et qui s'intéressait théoriquement à l'anthropologie économique, au mode idéologique de reproduction des sociétés, et paradoxalement, très peu aux luttes de classe et au système politique. Le système politique, dans l'anthropologie française, restant l'apanage, disons, de l'école de Georges Ballandier. Alors, ça, ce milieu polémique de l'anthropologie française, qui clivait des centres, des institutions, des associations professionnelles, ça touchait même le milieu syndical, puisque par exemple le milieu syndical des chercheurs en sciences sociales était très animé par des chercheurs d'obédience ou de relations communistes qui avaient, eux, une interprétation du marxisme peut-être moins imaginative que celle de Meillassoux, de Godelier ou de Terray. Alors on rentre dans des détails qu'il serait possible de préciser, qui n'intéressaient peut-être pas grand monde en dehors de la douzaine ou quinzaine d'anthropologues véritablement concernés. Toujours est-il que ce bouillonnement de culture qui a duré un petit tiers de siècle a tout d'un coup disparu. Tout le monde sait qu'il y a eu une offensive anti-marxiste, anti-communiste, qu'on peut symboliser avec l'arrivée de Mitterrand. Je ne dis pas que c'était volontaire, mais enfin une déperdition d'énergie. Qui fait que on est passé d'un système cloisonné avec des figures et des leaders charismatiques presque, ou même tout à fait charismatiques, à une situation où il n'y a plus de chef. C'est une façon un peu ridicule de présenter les choses, mais il n'y a plus d'obédience sous-disciplinaire. Je fais de l'anthropologie économique, ou je fais de l'anthropologie politique, ou je fais de la parenté, ou je fais de l'anthropologie symbolique, etc., à une situation depuis 20 ans qui est assez floue. Évidemment, c'est un jugement personnel de quelqu'un qui a vécu la période précédente, et où les jeunes acteurs de l'anthropologie, alors les jeunes, c'est ceux qui auraient moins de 45 ans, disons, ont évidemment d'autres projets, se trouvent dans un milieu qui ne vit plus de cette dynamique
plutôt théorique, même s'il y a un fondement idéologique de choix et d'orientation. Une fois qu'on a enlevé ce vernis idéologique, on s'aperçoit qu'il y a quand même des préférences conceptuelles organisées dans telle ou telle direction. Ce qui fait que c'est pas que l'empirie a pris la place de la théorie, mais c'est que la réflexion théorique prend une place secondaire dans l'effort universitaire, dans la production des connaissances. Et alors, une dernière explication qui joue quand même son rôle, c'est que la première et la seconde génération d'anthropologues après la guerre ont tous vécu sous la bannière ou la tutelle de la philosophie. La plupart de comme je dis, de mes grands frères, ils ont tous fait de la philosophie à l'université. Puis ensuite, ils ont bifurqué vers l'anthropologie ou la sociologie. Cette formation philosophique, ça fait 20 ans qu'on ne la fait plus, et même aujourd'hui, les réformes de l'enseignement secondaire font que bientôt on n'enseignera plus la philosophie même au lycée, donc ça devient très problématique. Et puis par ailleurs, la sociologie est devenue la grande science sociale. Le rapport avant qui devait être d'équité, d'équitable, à peu près autant d'un côté que de l'autre, dans les années 60, maintenant est un rapport de, je sais pas, de 1 à 10 à mon avis, avec d'autant plus de différences qu'une bonne partie de la sociologie est aussi engagée dans beaucoup de recherches appliquées ou très techniques au niveau des organisations administratives et territoriales, ce qui n'est pas du tout le cas de l'anthropologie en général, sauf dans le développement étranger. Mais l'anthropologie est très peu pratiquée comme discipline d'expertise sociale en France, alors que je lisais la semaine dernière un ouvrage américain, un ouvrage britannique qui consacrait explicitement à ces pratiques et qui montre l'importance que ça a dans la formation, le recrutement et même les sources de financement. Donc l'anthropologie, c'est pas qu'elle bat de l'aile, mais c'est qu'elle est un peu laissée à elle-même avec des obligations qui laissent la latitude individualiste. Et là aussi, c'est un phénomène social et culturel depuis un quart de siècle ou plus, qui fait que chacun choisit un thème qui paraît lui faire plaisir, lui convenir à ses idées personnelles. Et puis, disons, le désir de professionnalisation font que la recherche, le destin de la recherche, le doctorat, etc., devient un objectif second que pour une certaine catégorie de population, pas forcément les élèves de catégories sociales dites privilégiées, qui auraient appris tout de l'anthropologie ou de la sociologie, mais enfin, une espèce d'émission collective, c'est une expression trop forte, mais d'identification collective à travers des noms, des revues, des collections d'ouvrages, des terrains. C'est un peu le désordre et je pense qu'on aurait du mal à s'y reconnaître pour faire un tableau un petit peu des différentes pièces du puzzle qu'on a devant soi. On est passé d'un puzzle à 30 morceaux à un puzzle à 1000 morceaux.